salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, le cinéma australien. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, mais j'ai été relativement occupé, c'est pas une excuse, mais j'ai été relativement occupé, surtout avec la chaîne sur l'immigration. J'ai une chaîne sur l'immigration par rapport au Canada et tu l'auras compris. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se passent vis-à-vis de l'immigration au Canada qui en fait est complètement bloquée à cause du confinement et de tout ce qu'on connaît à travers le monde. Donc très occupé de ce côté-là parce qu'il fallait, j'ai eu beaucoup de demandes sur cette chaîne par rapport aux informations. J'ai un podcast sur le cinéma qui existe aussi, dont je m'occupe quand même, un petit peu moins ces derniers temps, mais je m'en suis occupé. J'ai un compte Instagram qui est relié au Canada. Et j'ai la chaîne de cinéma, donc j'ai un petit peu délaissé la chaîne de cinéma, je le sais, c'est de ma faute. Mais tu as quand même des vidéos sur la chaîne que tu peux toujours aller voir ou aller revoir. Et tu as le podcast qui a été créé, il y a un lien dans la description de la dernière vidéo que j'avais mis en ligne et de cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va traiter le cinéma australien. Alors ça va être évidemment 2 vidéos, c'est juste sûr parce qu'il y a énormément de contenu. Le cinéma australien, tu vas voir dans ces 2 vidéos-là, évidemment, je vais reprendre d'abord une histoire, un historique un petit peu du cinéma australien, comment ça s'est passé chez eux, et après, deuxième partie, deuxième vidéo, plus des films qui vont être notables. Il y a beaucoup de films australiens qui existent. Nous, on va reprendre, on va essayer de voir, je vais essayer de voir ça avec toi, les films qui sont peut-être les plus importants du cinéma, les plus majeurs du cinéma australien. Petite parenthèse par rapport évidemment à l'Australie, je vais te citer quelques personnes qui sont très très connues et qui sont australiens, parce que tu le verras tout de suite dans la vidéo, tu vas vite comprendre, il y a beaucoup d'Australiens qui, dès qu'ils deviennent un petit peu connus dans leur pays, que ce soit des réalisateurs ou des acteurs, en profitent tout de suite pour partir aux États-Unis et aller faire carrière là-bas. Donc l'Australie a beaucoup de mal à garder comme ça une richesse intérieure de réalisateurs, d'acteurs et de gens qui sont talentueux. Donc, on va retrouver George Miller, le grand George Miller, naturellement. Dans la dernière vidéo, j'en avais parlé sur les anti-héros avec Mad Max. Réalisateur exceptionnel, George Miller. Mel Gibson qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas australien, mais américain. Il est arrivé en Australie à l'âge de 12 ans, mais il a été élevé principalement en Australie. Donc, il se considère plus comme australien, mais il a quand même la nationalité américaine. Russell Crowe, Hugh Jackman, Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Heath Ledger, Eric Bana, Emily Browning, Rose Byrne, Toni Collette, James McTeague. Alors lui, si tu ne sais pas qui c'est le réalisateur de V for Vendetta qui était sorti en 2006, très très grand film, qui est aussi un directeur de la photographie sur tous les tournages des sœurs Wachowski, donc notamment The Matrix. Chris et Liam Hemsworth et leur frère aussi, je me souviens plus son prénom, mais tu le trouves dans la série télé Westworld. Hugo Weaving, c'est un petit peu particulier parce que lui, il avait un papa diplomate, donc il a été élevé un peu dans plusieurs pays, mais il est né en Australie et il a comme ça bougé un petit peu partout. Russell Mulcahy, alors pour moi un très grand réalisateur à cause de Highlander, c'est lui qui a réalisé Highlander en 1986. Après, il n'a pas fait essentiellement que des bons films, le premier Highlander est cultissime. Joel Edgerton, Errol Flynn et Alex Proyas, réalisateur de The Crow, notamment. Alex Proyas, un réalisateur que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est très original dans sa manière de faire des films. Ça, c'était pour en citer que quelques-uns. Il y en a plein d'autres. C'est pour ça que j'ai été un petit peu vite aussi quand j'ai commencé à citer. Il y en a plein d'autres. J'ai juste cité quelques-uns comme ça que j'avais retenus. Donc tu vois tout de suite qu'au niveau des réalisateurs et acteurs australiens, il y en a quand même pas mal qu'on ne pensait pas qu'ils étaient australiens. C'est la même chose pour le Canada. Souvent, tu regardes, tu dis « Oh, c'est un acteur américain » et tu vas regarder et tu dis « Ah non, il est né à Toronto. » Il est canadien. Donc, on va voir ça, le cinéma australien, tout de suite. On va commencer par un petit historique et on commence maintenant. Alors, l'Australie, c'est un des premiers pays du monde à utiliser la nouvelle technique du cinéma. Donc, c'est le premier studio de cinéma au monde et créé d'ailleurs par l'armée du salut, au monde quand même, par l'armée du salut à Melbourne vers 1896. Le nom de ce studio de cinéma, c'est Limelight Department. Premier film de fiction australien jamais fait qui s'appelle The Story of the Kelly Gang, réalisé par Charles Tate et qui est sorti en 1906. C'est aussi son scénario. Alors, c'est considéré comme le premier long métrage parce que, à l'époque et encore d'ailleurs à l'heure actuelle, un long métrage est considéré un long métrage à partir du moment où il dépasse 60 minutes. Ce film-là dépassait 60 minutes.
Malheureusement, seulement un fragment de 7 minutes a été retrouvé parce que à l'époque, c'était pas comme maintenant, il faisait pas vraiment de copie. Le film a été passé comme ça de cinéma en cinéma, éventuellement perdu, il a brûlé une partie. Donc il y a juste 7 minutes qui restent, mais ça fait partie quand même, à l'heure actuelle, du patrimoine de l'UNESCO. C'est un film naturellement qui est muet, hein, on parle de 1906, mais c'est un film qui, si tu avais regardé ou si tu as écouté le podcast que j'avais fait récemment sur le son, j'en parlais, il n'y a pas d'intertitre. C'est-à-dire que dans les films muets, tu as toujours comme ça des intertitres où on peut lire directement à l'écran ce qui se passe. Donc là, c'était des acteurs en fait qui faisaient une sorte de narration, qui redoublaient un petit peu comme ça les dialogues en live dans le cinéma et qui faisaient évidemment aussi les effets sonores. Ce film-là a tourné pendant 9 ans partout en Australie, ça a été un véritable phénomène. Alors c'est le film évidemment, c'est la célèbre histoire du hors-la-loi Ned Kelly qui était considéré, qui est en fait un bush ranger. Donc un bush ranger là-bas c'est en fait un hors-la-loi qui se cache dans le bush. Le bush, tu sais, c'est l'espèce de nature comme ça australienne qu'on connaît. Hein. Tu as dû le voir à travers différents films ou documentaires j'imagine. Le film est tourné en 6 mois avec un budget de 450 livres, parce qu'à l'époque c'était des livres et pas des dollars australiens. Et il a rapporté 250 000 livres, c'est-à-dire qu'il a quand même relativement bien marché. Ce film-là, il y a eu 2 remakes. Moi, j'en ai vu un des deux, j'ai pas vu l'autre. Le premier remake que j'ai pas vu, c'est True History of the Kelly Gang en 2019, si tu veux le savoir, 6.1 sur 10 sur IMDb, de Justin Kurzel. Alors lui, c'est le réalisateur notamment de Macbeth en 2015 avec Michael Fassbinder et Marion Cotillard, ou Assassin's Creed en 2016 avec Michael Fassbinder et Marion Cotillard. Hein. Je pense qu'il aime bien ces 2 acteurs-là, le gars. Assassin's Creed, j'avais pas trop détesté, je te dis. C'est pas un grand film, je te dirais, mais j'avais pas trop détesté. Je trouvais qu'il y avait quand même des éléments recherchés dedans et des choses qui étaient assez intéressantes. Ceci étant dit, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, donc je sais pas si l'adaptation était relativement bien faite. Mais il y avait des choses intéressantes au niveau de la photographie, au niveau du jeu d'acteur, il y avait des choses qui m'ont intrigué. Donc pas un grand film, peu importe, parenthèse fermée. Le film, donc on revient sur True History of the Kelly Gang 2019, donc ça c'est avec George McKay. George McKay, si tu te demandes qui c'est l'acteur principal du film 1917 de Sam Mendes, donc qui a été quand même très révélé avec ce film-là. Il était déjà connu auparavant, mais 1917 l'a vraiment révélé et je pense que ça va très certainement devenir un acteur triple A, si tu me demandes mon avis. Nicolas Hoult, Russell Crowe, Shirley Ullman. Alors c'est un flop monumental. Le film, en fait, il a remporté 450 000 $ à l'international. C'est très peu. J'ai pas trouvé le budget exact, mais on parle de plusieurs millions, donc 450 000, de toute façon, ça fonctionne pas. Les gens n'ont pas aimé, les critiques non plus. Ils ont dit que c'était pas raccordé au fait, que c'était trop fictionnel, que c'était pas nécessairement très bien joué par certains acteurs, pas l'acteur principal, mais d'autres. Et que les acteurs n'étaient pas non plus crédibles dans leur rôle, ils n'avaient pas l'air de trop croire au film qu'ils faisaient. Il y a eu un autre remake que lui j'ai vu qui s'appelle Ned Kelly en 2003 de Gregor Jordan avec Heath Ledger, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Naomi Watts et Joel Edgerton. Alors contrairement, pas contrairement en fait, exactement comme le film d'avant, c'est pour ça que j'en parle, ce sont des films qui sont australiens, ce ne sont pas des films américains, donc ce sont des films australiens. Contrairement par exemple à True History of the Kelly Gang, tous les acteurs de Ned Kelly en 2003 sont australiens à l'exception de Orlando Bloom qui ne l'est pas. Mais tous les autres sont australiens. Dans le premier film, ils ne sont pas tous australiens. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ne le sont pas. Ce film-là, c'est 6.5 sur IMDb, sur 10. Revenu à l'international 6 500 000. Mais voilà, malheureusement, le budget, c'est 30 millions. Donc, c'est pas un film qui a nécessairement marché. Par contre, c'est un film qui est dit beaucoup plus réaliste que celui qui a pu y avoir en 2019. C'est un film que j'ai vu, c'est un film qui honnêtement est très moyen. Je pense que de toute façon l'histoire de Ned Kelly était pas nécessairement hyper intéressante. Honnêtement, c'est dur de faire un film sur l'histoire de quelqu'un qui n'est pas super intéressant. Surtout, c'est tellement un anti-héros que tu as du mal en fait à coller au personnage. Et en tant que spectateur, c'est toujours frustrant quand tu n'arrives pas à coller au personnage, même si c'est un anti-héros. J'ai fait une vidéo précédente là-dessus, j'en ai parlé. Il y a des anti-héros auxquels tu es fidèle en tant que spectateur. Il y a des anti-héros avec lesquels ça marche pas, et là c'est le cas. Donc, pas un super grand film. On continue là-dessus. Alors, en 1910, le cinéma australien est un cinéma qui est en plein essor. Hein. Après la sortie du film Ned Kelly en 1906,
Là, ça ouvre les portes à plein de choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier studio de cinéma qui est créé par l'Armée du Salut. Donc il y a à peu près, il faut compter à peu près plus d'une centaine de films qui sont comme ça tournés, réalisés jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'Australie est alors, à ce moment-là, avant la Première Guerre mondiale, le plus gros producteur de films au monde. Ce qui est quand même relativement important. En 1912, et c'est pas... Alors, en tout cas, je vais revenir là-dessus. En 1912, j'allais passer du coq à l'âne, mais en 1912, plusieurs producteurs indépendants ont créé ce qu'ils appellent l'Australian Film and Union Theatre. Alors ça leur permet d'avoir un contrôle total en fait sur la distribution des films. C'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui veulent se mettre comme ça en consortium un petit peu partout quand il y a de l'essor sur une industrie plus particulière comme le cinéma par exemple et dire on va essayer de contrôler tout ça d'un point de vue économique parce que là c'est trop disparate et il y a des gens qui font de l'argent sans qu'on peut le contrôler. Sauf que ce qu'ils font, c'est qu'ils s'ouvrent aux distributeurs américains. Et contrairement, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la Première Guerre mondiale qui va sonner le glas du cinéma australien à ce moment-là, mais c'est cette décision-là dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'en fait, en s'ouvrant aux distributeurs américains, ce consortium-là, de Union Theatre, Australian Film and Union Theatre, voit que le fait d'acheter des films américains est beaucoup moins cher et beaucoup plus rentable d'un point de vue économique que de produire et réaliser des films sur son propre territoire. Donc les films australiens sont de moins en moins importants à l'affiche et c'est le déclin du cinéma australien à ce moment-là au bénéfice du cinéma américain. En 1923, donc on parlait de 1912 tout à l'heure, 1923, le cinéma américain domine à ce moment-là le marché australien. 95% des films qui sont projetés au cinéma sont américains. Donc c'était quand même assez intéressant de voir comment on a pu se tirer une balle dans le pied, littéralement, en Australie, et détruire complètement sa propre culture cinématographique au détriment du cinéma américain. Et c'est pas les effets pervers de la Première Guerre mondiale. Donc je trouvais ça quand même intéressant. Alors arrivent les années 30. Alors en 1930 est créé FT Studio. Ça c'est créé par F.W. Thring et Cinesound Productions, créé par Ken G. Hall. Ces deux maisons de production-là, en fait, introduisent le film parlant en Australie et reprennent les techniques des frères Warner que je te dirais, tu peux aller voir le podcast ou écouter le podcast sur le son que j'ai fait. Je me plug un petit peu au passage parce que c'est ça, je parle en fait vraiment au complet des frères Warner. J'avais fait aussi de la technique du son, de la création du son. J'avais fait aussi une vidéo exactement sur le même sujet sur la chaîne. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça aussi. Les deux sociétés, néanmoins, périclitent, même si c'est une avancée technique phénoménale et que les gens, évidemment, c'est exactement comme j'en parlais aux États-Unis avec les frères Warner, les gens, ils hallucinent sur la création du parlant. C'est quelque chose qui est incroyable. Je veux dire, aux États-Unis, la plupart, ils pensent que l'acteur leur parle directement. Ils n'ont pas compris que c'était enregistré avant. Pour eux, c'est magique. Donc, c'est génial. Mais néanmoins, ils périclitent parce qu'à cause des quotas. Des fameux quotas dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont infligés comme ça au cinéma australien pour que le cinéma américain puisse avoir la part la plus grande au niveau de la diffusion. Du coup, ils ne sont pas capables de faire suffisamment de films par année pour que leur entreprise puisse fonctionner normalement. Donc, malgré l'existence de plusieurs longs métrages et de quelques courts métrages par an, ça périclite. Néanmoins, Ken G. Hall, tu vas voir, il continue à rester là, il continue à réaliser des films. C'est pas parce que sa boîte de prod a dû fermer qu'il n'a pas pu réaliser de films. Il a pu continuer par la suite. En 1933, un film majeur dans l'histoire du cinéma australien qui s'appelle In the Wake of the Bounty. Ça, c'est réalisé par Charles Chauvel et ça fait connaître notamment le grand acteur australien Errol Flynn. Errol Flynn qui va devenir un acteur américain majeur de l'âge d'or d'Hollywood dans les années 30. Mais pas longtemps parce qu'il va mourir assez rapidement en fait. Donc une petite dizaine d'années, il va faire quand même pas mal de films. Il va être très très connu. Évidemment, In the Wake of the Bounty, c'est un film qui est majeur, c'est un film qui a été repris en remake, c'est un film qui est une histoire vraie. Il y a eu plusieurs remakes, je vais t'en citer quelques-uns, Les Révoltés du Bounty de Frank Lloyd en 1935 ou encore Les Révoltés du Bounty de Lewis Milestone en 1962 avec Marlon Brando qui était quand même un très très bon film que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu celui de 35, celui de 62 je l'ai vu, et le Bounty de Roger Donaldson notamment en 1984 que j'ai aussi beaucoup aimé avec Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Daniel Day-Lewis et Liam Neeson qui est un film qui pour moi est classique au même titre que celui de 1962. Donc
On en est rendu là, The Wake of the Bounty. Et ça, ce film-là, comme il est majeur, et comme Errol Flynn, qui prend vraiment et qui donne toute la dimension de ce film-là, juste par la présence qu'il a devant la caméra, va sonner le début du retour du cinéma australien sur la scène internationale. En 1943 sort Kokoda Frontline de Kenji Hall, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui continue à faire des films même si sa boîte de prod est fermée. C'est le film qui remporte ex aequo l'Oscar du meilleur film documentaire. C'est un film documentaire d'une durée de 16 minutes. C'est le premier film australien à remporter un Oscar. Ce film-là, tu pourras le trouver d'ailleurs sur YouTube. Je vais mettre le lien dans la description. Le film est disponible, mais tu verras que la qualité du film, c'est un vieux film quand même, et la qualité n'est pas super bonne. Donc c'est quand même assez difficile à regarder. C'est un film qui parle, en fait, c'est un film documentaire qui parle, tu vas suivre l'armée australienne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est très actuel, vu qu'il a été fait en 1943, qui traverse comme ça l'Australie, qui essaye de débusquer des Japonais qui ont une présence comme ça en Australie. Donc film très très notable dans l'histoire du cinéma, Kokoda Frontline, qu'il faut absolument que tu saches si tu es intéressé à l'histoire du cinéma australien. Autre film notable dans l'histoire du cinéma australien, Jeddah, en 1955, encore de Charles Chauvel, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le premier film en couleur australien, c'est pour ça qu'il est notable. C'est un film qui est un très très bon film, un très grand film. Et c'est aussi, alors il est présenté au Festival de Cannes, c'est aussi un film qui met en scène des aborigènes, et c'est la première fois dans toute l'histoire du cinéma australien que des aborigènes ont un rôle important dans un film. C'est un film qui est même social par rapport à la culture australienne. Film très important dans l'histoire du cinéma australien. Très rapidement, l'histoire, c'est une femme blanche en fait qui adopte une fillette aborigène baptisée du nom de Jeddah, qui décide de l'élever en la laissant comme ça hermétique à la culture aborigène. Donc elle ne connaît absolument pas la culture aborigène. Et à un moment donné, quand elle est jeune adulte, elle rencontre Mark Bruck, qui lui est un aborigène à la recherche d'un emploi. Et là, son monde est complètement bouleversé. Et c'est la rencontre avec cette personne-là, cet aborigène-là, qui va complètement bouleverser sa vie. Et il y a tout un méandre comme ça de choses qui va se passer dans sa vie à partir de là. Donc, beaucoup de choses. Donc, film très intéressant, film très important. Ces deux-là, Kokoda Frontline et Jeddah.